Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado et aujourd'hui, pas de violon. Et par contre, un invité prestigieux qui était déjà venu nous voir dans le temps. À l'époque, on n'avait pas encore de beaux écrans derrière nous. Et les moyens étaient plus limités. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter le Rav Eli Kling. Eli Kling, bonjour. Bonjour, bonjour. Il est venu de loin, il est monté du sud du pays. Et même s'il n'aime pas qu'on en parle, Eli Kling est le directeur, président, docteur, rabbin de Chemdat Hadarom, le séminaire de jeunes filles bien célèbre, qui n'est plus à présenter. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas là pour faire de la publicité pour un programme précis. Mais si déjà Eli est là, Eli, qu'est-ce que Chemdat Hadarom? Chemdat Hadarom, figure-toi que c'est un grand programme qui existe depuis maintenant 23 ans. 23 ans. C'est-à-dire que les auditrices qui nous écoutent et qui ont l'âge de venir l'année prochaine viendront et participeront à la 24e promotion. Et je tiens à dire qu'elles seront les seules. Alors, on va faire un petit test. De Chemdat Hadarom à participer à la 24e. Oui, puisque c'est celle de cette année, ça sera la 23e, et celle de l'année suivante, ça sera la 25e. Donc c'est quand même historique. Elles ont un grand route, elles ont un grand mérite, effectivement. Et on va voir si tu as suivi pendant ces 24 ans. Combien de filles sont passées par ce séminaire? 450, 500. 450, 500, c'est pas mal quand même. 450, je pense, plutôt plus 450 que 500. Je suppose que tu as toutes fait attention de les marier pratiquement toutes, donc... Non, alors non, nous on fait pas le service après-vente chez nous. Oui, je t'ai quand même vu à des mariages plusieurs fois. C'est autre chose. Ah oui, je participe le contrôle au mariage, qualité. Voilà, exactement, c'est le contrôle qualité. Mais c'est rare que je sois dans les coulisses. Ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare quand même. Je suis pas très bon pour ça, la vérité. D'accord. Ouais. Et donc, il y a quand même 400-500 batéaves avec la Rotémet, le tampon, Chemdat Hadarom. On a commencé, il y en avait 9. Là, maintenant, on tourne depuis quelques années autour de 35-40, c'était dans les 40. Oui, c'est ça. Si on avait été à ce rythme de 35-40, tu aurais presque 1000 filles qui couraient comme ça. C'est ça. Enfin, on a commencé doucement, on est monté à l'athlète. Ouais. Tu gardes le contact en général avec ces filles-là? Oui, alors évidemment, pas avec toutes réellement. Bien entendu. Mais oui, le contact, bien sûr. Là, on termine notre émission et puis je cours à un mariage. Avant-hier, j'en étais à un autre. C'est le côté le plus sympa de cette affaire. C'est-à-dire un mariage tous les soirs, à peu près, ou une tous les soirs, c'est au mois d'août, ouais. Au mois d'août, c'est vraiment tous les soirs. C'est très pratique, il n'y a rien à préparer à manger. Tous les soirs, quelquefois, tu en as 2-3 dans la soirée. Là, maintenant, c'est un petit peu la période un petit peu plus calme. Mais ceci dit, il y en a 2 par semaine, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, il y a quand même des gens, malgré tout, qui ne te connaissent pas obligatoirement. Donc, on va faire un tout petit peu connaissance avec toi. Okay. Et puis après, on va toucher nos thèmes, c'est-à-dire Pourim, Pessah, parce que c'est la période. Mais on pourra toucher aussi à une autre fête, peut-être Hanouka, pour savoir un peu quelle est la place de l'enfant, quelle est la place de l'ado dans les fêtes juives. Et pourquoi c'est tellement important de déguiser les enfants, d'asseoir tous les enfants autour du Seder, de raconter toujours la même histoire. Tout ça, tu vas nous aider, mais avant, on va faire une petite introspection. On va venir un peu chez toi et chez le Eli, qui lui-même a été enfant et a été ado. Comment était ton enfance, Eli? Où t'habitais? Raconte-nous tout. Je suis né à Lyon. Mon père était grand rabbin à Lyon. Et c'était en fait une grande histoire, ma naissance, parce qu'ils étaient mariés pendant 8 ans sans avoir d'enfants, mes parents. Ok. Ouais. Je ne suis pas le premier, je suis le deuxième. Peut-être parce qu'ils avaient vu en prophétie qui allait venir, et donc... Le prophète Élie. C'est pas mal, ouais. Non, mais c'était un grand événement. Quand ma sœur est née, c'était vraiment une sorte de miracle, quoi. Personne n'y croyait. D'ailleurs, elle est née le 25 décembre, alors c'était un petit peu bizarre. Parce qu'il devait annoncer... Magnifique. Enfin, un miracle. Non, il devait annoncer à la communauté de Lyon la naissance et la date de la naissance de la fille tant attendue. Et il ne savait pas comment dire 25 naissances. Ils étaient en voyage du côté de Bethléem et Bethléem. Non, il est arrivé un truc. Franchement, il y a eu un déclic. Alors, il a annoncé que c'était le 8e jour de Hanouka. Donc, comme ça, c'est plus Ah passé. Oui, c'est pas mal. Effectivement, ça passe mieux. Voilà. Et moi, je suis venu 1 an et demi après. Moi, j'étais le premier garçon. Alors, quand même, c'est une grosse histoire. Donc, évidemment, la bar mitzvah du fils tant attendu du grand rabbin. Enfin, c'était toute une histoire. Il y avait c'était en mois d'août, il y avait une énorme pièce montée
qui a tout fondu d'ailleurs parce que c'est très chaud. Oui, ça partait du bon pied. Ça partait du bon pied. Ouais, donc j'ai beaucoup, des souvenirs assez traumatisants de tout ça. Malgré ces souvenirs traumatisants de gâteaux qui font, quels souvenirs tu ramènes un peu de ton enfance, de la maison, de la virage chez toi? Écoute, chez nous, c'était vraiment très particulier. D'ailleurs, jusqu'à ce que je quitte plus ou moins la maison, je pensais pas que c'était à ce point particulier. Mais comme je suppose la plupart des enfants qui pensent que ce qu'ils voient à la maison, c'est un petit peu le cas général. Mais chez moi, c'était vraiment très particulier. C'est-à-dire, comment te dire, ma mère avait été nommée par mon père directrice de l'école juive parce qu'il n'y avait personne qui était directrice, et alors qu'elle n'avait pas fait d'études pour ça. Donc, elle était bombardée directrice de l'école. Il n'y avait pas d'endroit pour l'école. Donc, c'était nous, on était au 2e étage, c'était au 3e étage. Il n'y avait pas de cuisine pour l'école. Donc, c'était la cuisine de chez nous, la petite cuisine qui servait en fait à des centaines de jeunes filles chaque jour. Donc moi je voyais chaque jour je voyais des marmites énormes qui sortaient, qui rentraient, etc. Et je pensais que c'était le Shabbat, c'était toujours avec des gens qui venaient. Il tenait à faire la Seuda Shlichit et le shiur de Seuda Shlichit, il tenait à faire ça chez lui à la maison au salon. Okay. Donc le soir il était dans les réunions, etc. Donc on a vécu une enfance un petit peu baignée. En plus, il faut dire qu'on habitait dans la synagogue. La synagogue était de l'autre côté de la cour, et nous, on était au Ketilsit, là-bas, à la grande synagogue. On n'a pas l'impression, en tant qu'enfant, que notre père appartient autant aux autres enfants de la communauté qu'à nous-mêmes? Jusqu'au moment où il y a un truc qui frappe. Et moi, ce que je me souviens, par exemple, c'est le jour de ma bar mitzvah, justement, donc le Shabbat en question. J'avais préparé la paracha, bien sûr. Donc je l'avais pas mal dite d'ailleurs, voilà. Et puis et après je m'assois à l'endroit où les gosses s'asseyaient pour écouter le discours du rabbin. Sauf qu'il se trouve que le rabbin c'était aussi mon père. Et moi, je me suis dit il va certainement me faire des compliments sur ce que je viens de faire. Et puis voilà, pas du tout. Il s'est servi de moi en fait, comme il faisait d'habitude, pour parler à des gens qui n'avaient pas l'habitude de venir, mais qui étaient venus pour l'événement, la bar mitzvah du fils du grand rabbin. Et donc, je me rappelle qu'il avait crié « Si jamais un jour, tu fais un mariage mixte et tu sors avec une fille qui n'est pas juive, etc., sache que pour nous, ça sera... » Et moi, j'avais 13 ans, quoi. Et j'étais à l'école juive. Je comprenais pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Mais quel mariage? Je suis la bar mitzvah, quel rapport? Et après, en pleurs pratiquement, je vais voir ma mère. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut, papa, avec cette histoire de jeune fille et de mariage? Il me dit, mais tu sais pas que dès le moment où il se trouve à la synagogue, c'est plus à toi qu'il s'adresse, mais c'est en fait à la communauté. Quand il y a quelque chose à dire, il te dira entre quatre yeux. Et voilà. Et c'est vrai que après, j'étais assez fier finalement. Ça aurait pu me frustrer qu'on se sert un petit peu de moi. Mais finalement, j'ai eu l'impression de faire partie de cette grande armée de soldats au service du général Papa Kling, qui était donc qui partait en guerre contre l'assimilation. Et j'étais assez fier finalement que j'ai participé également à cette victoire, à cette lutte. Voilà. Mais c'était un petit peu ça l'ambiance là-bas. Donc il disait pas, il nous a jamais dit il faut être rabbin ou il faut être prof ou il faut être etc. Mais bon. On pensait pas qu'il y avait autre chose. Comme tu te sens un peu dans l'armée générale, voilà, donc, tu dis il faut bien que tu prennes un peu de galon. Voilà. Enfin, je suis pas allé jusqu'à faire l'école rabbinique. Donc ton père est le Rav Kling, qui est un Rav Ashkenaz. Ta mère est Ashkenaz aussi? Ah non, parce qu'on dirait pas. En fait, en t'entendant et en te voyant, on dirait pas. Donc on comprend de la question. N'exagère pas. Non. Oui. Ma mère est d'origine algérienne. Non, mais tu fais pas l'Ashkenaz 100%. Quoi. Écoute, mon père est pas seulement Ashkenaz genre. Méhoudar. Mais oui, non. Enfin, lui, c'est déjà un petit peu, ça s'est dilué un peu. Mais mon grand-père est né à Orfelden en Alsace. À mon avis, ils sont là-bas depuis historique, comme ça, ils n'ont pas dû bouger. Et c'était vraiment ce qu'on appelle ici un yek, c'est-à-dire un vrai Alsacien, avec de l'humour noir et froid, enfin, à l'alsacienne. Et ma mère, pas du tout, ma mère est algérienne, elle est née à Mostaganem. Son père est d'origine un petit peu marocaine, un petit peu d'ici, d'Israël. Enfin bon, c'est un petit mélange. Et bon, chez nous, la vérité, ça n'a jamais été une question. C'est-à-dire, il faut dire qu'au moment où mon père a épousé ma mère, donc juste après-guerre, c'était pas si courant que ça. Les mariages entre Ashkenaz et Sfarad. Non, c'était pas courant. Ouais. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de Sfaradim Comment il l'avait rencontré d'ailleurs? Où on rencontrait les Sfaradim quand on était Ashkenaz? Bon, écoute, ça s'est passé un petit peu. Mon père était donc, après-guerre, il est allé à l'école rabbinique. Et puis, en 1945, il y avait une bonne femme qui s'appelait Madame Aron.
qui était connue là-bas avant-guerre. Elle était un petit peu dans le show business, comme ça. Enfin, c'était une femme très riche. Et après-guerre, elle voulait absolument aider les jeunes orphelins de la guerre, juifs, à retrouver le goût à la vie. Donc, elle cherchait à faire une colonie de vacances. Elle était voir Rothschild. Rothschild lui a prêté un château. Et après, il fallait trouver le directeur. Donc, elle est allée à l'école rabbinique, bien sûr. Et là-bas, le type lui a dit, tu vois, le grand dadais là, qui est en train de descendre sur la rampe de l'école rabbinique, c'est lui le directeur de ton truc, tu peux le prendre. Il avait quoi? Il avait 17, 18 ans, disons, pas plus. Et donc, il a fait la première colonie de vacances après-guerre. Et il avait besoin de quelqu'un pour la shgacha, pour la cacheroute, pour le truc, etc. Et il y avait une famille religieuse à Paris qui était connue. C'était la famille de mes grands-parents maternels. Et mon grand-père maternel ne voulait pas aller, il a envoyé sa femme a dit je veux bien, mais à condition que j'amène ma fille et mon fils et mon père, qui ne les connaissait pas, a dit ça tombe très bien, j'ai besoin de madrichot, j'ai besoin de cuisinière. De femmes de ménage, etc. Amenez toute la famille, c'est voilà. Bon. Quelle rencontre. Ouais, voilà, et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Voilà. C'est pas mal. J'aime bien l'histoire. Ouais. Alors j'ai une question qui n'a rien à voir, qui va trancher, mais en fait, il y a un rapport. Vas-y. J'étais à une soirée de Shana Rabbah au CNEF, un jour où tu devais donner un cours, et puis les jeunes parlaient entre eux, ils disaient « Bon, venez, il y a Heidi Kling, on va bien rigoler. » Alors normalement, on va bien étudier. Donc, d'où te vient cette réputation de rabbin qui va donner un cours très intéressant, mais on va bien rire à coup sûr. Des mecs qui tiennent, en général, tu donnes le dernier shiur d'ailleurs, parce que les types disent si on met pas Kling, ils vont pas rester réveillés jusque-là, alors que là, effectivement, on va bien rire. Tu avais raconté qu'il y avait l'humour ashkénaze, très froid, un peu cynique, sans rire. Mais d'où il vient ton humour à toi, personnellement? Non, mais d'abord, je suis très vexé que les gens viennent écouter. Rien, c'est une réalité. Bon, c'était peut-être un hasard, c'était juste ce groupe. J'espère qu'ils se rappellent d'autre chose que des blagues dans les cours. Non. Ouais. Non, écoute, je vais te dire, mon père disait... C'était l'ambiance de la maison. Voilà. Il y avait de la C'est-à-dire, blague. si les gens parlent de mon père, mon père disait, il n'y a que les gens qui ne sont pas suffisamment sérieux dans leur travail, qui osent se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu n'as rien à prouver, quand tu fais ton boulot comme tu as envie de le faire jusqu'au bout, tu peux te permettre évidemment la forme la plus sympathique d'humour qui est l'autodérision. Et lui, il en avait plein à revendre, et bon, je suppose que c'est passé quelque part, quoi. Mon grand-père, lui, il avait un humour. Je te raconte une. Vas-y. Je sais pas, on prend du temps sur le. Non, mais on est là pour ça. On va toucher à notre thème. T'inquiète pas, je construis ça. Non, j'ai mon grand-père paternel. Je suis connu pour préparer mes émissions oui, de façon. Oui, non, je sais bien. Oui, je l'ai su avec beaucoup d'assiduité, comme tu sais. Et mon grand-père, donc paternel, donc le Yeke de Orfelden, il m'a donné la réponse la plus originale qui m'a été donnée d'entendre sur pourquoi tu fais pas ton alia. Tu sais que depuis que je m'occupe d'alia, etc., j'ai entendu des centaines de parents de jeunes filles les poteaux indicateurs, les machins. Qui m'expliquent pourquoi c'est absolument impossible, etc. Tu as un super bon programme, mais pas pour ma fille. En tout cas, moi, je peux pas venir, etc. Bon. Et donc, j'ai en tête plein d'arguments plus ou moins farfelus pourquoi est-ce qu'on fait pas notre alia. Mais je pense que la plus originale, c'est quand même celle de mon grand-père. Un jour, je demande à mon grand-père, je lui dis, mais dis-moi, t'as jamais pensé à monter en Israël, toi? Et alors, il me dit, très sérieusement, il me regarde, il me dit, je vais t'expliquer, Elie. Tu vois, en 1914, j'étais allemand, parce que l'Alsace appartenait à l'Allemagne. Et j'ai fait la guerre du côté des Allemands. Et on a perdu la guerre. En 1940, j'étais français. Et on a fait la guerre du côté des Français, c'était la débâcle. Je crois que je porte la poisse. Donc, il n'avait pas envie de venir en Israël pour pas... Ah, très belle réponse. Voilà, par amour du pays, tu vois, c'est pour ça. C'est magnifique. Magnifique réponse. Il ne nous reste que 2 minutes dans le premier quart d'heure de l'émission. Là, on est dans les temps, c'est bon. Parfait. Et donc, tu as un souvenir toi-même de ton Purim et ton Pessah. Le premier Purim dont tu te souviendrais, je ne sais pas, tu as peut-être gagné un concours de déguisement à 6 ans ou à 8 ans? Non, c'était beaucoup plus tard. Les vrais déguisements investis, etc., c'était plutôt à la Yeshiva que ça a commencé. Donc, un souvenir fort de Purim, par exemple. La cuite. La cuite. Ah, la première cuite du rafting. Est-ce qu'on aura le temps de la faire dans le premier quart d'heure? Probablement pas. Mais attention. Si ça ne te dérange pas, je préfère ne pas en parler trop. On va en parler quand même parce que moi, ce qui peut déranger m'intéresse. Alors, on se retrouve tout de suite dans le second quart d'heure de Plein Lado. À tout de suite.
plein la dos et nous avions laissé le Rav Kling allongé par terre, la bouche ouverte. Complètement. Je croyais qu'on parlait d'un autre sujet maintenant. On parle de Pessah. Oui. Tout à fait. Complètement bourré parce qu'en fait, il avait très peu bu, mais il était jeune et ça lui avait tourné la tête. Mais moi, j'avais appris que c'était une mitzvah. Et j'étais très à l'époque. Très McPeed sur ce genre de mikvah. Sur les mitzvahs en général. En général. Mais pour celle-ci en particulier, je me suis dit, on va prendre le grand chiour du Chazon Ish et puisqu'il le faut, faisons-le comme il faut. Et évidemment, personne ne m'avait prévenu que l'alcool saoulait. Oui, c'est-à-dire que c'était bon, il fallait prendre c'est une question de dosage en fait. Le vin, c'est une question de dosage. T'avais quel âge à l'époque? Je devais avoir 13 ans, ça devait être autour de la bar mitzvah, quelque chose comme ça. Et bon, alors après, je te passe sur le détail. Bon, et j'ai appris donc, moi je me rappelle plus grand-chose, mais enfin j'ai appris qu'il fallait savoir doser les choses. Ouais. Voilà. C'est une grande leçon de vie en fait, cette histoire de. Depuis tu doses. Oui, depuis on essaie de doser. Pas toujours avec grande réussite, mais on essaie. Depuis tu essaies de doser. Voilà. C'était une très belle première leçon. Il faut doser les choses, chers auditeurs. Alors, Élie, en fait, c'est plein la dose en fait. Voilà, plein la dose et il faut la doser. Ouais, c'est très bien, c'est bon de le savoir. Alors, Élie, on va rentrer directement dans notre sujet. Les fêtes juives aiment bien les enfants. Normal. Aiment bien que les enfants soient centraux, aiment bien que les enfants soient dans l'histoire. On va toucher tout à l'heure aux 4 enfants de la Haggadah. Purim, c'est quand même la fête des enfants, avec chaque année en Israël, des débats sans fin à Tel Aviv, dans les écoles. Vous avez vu les nouveaux déguisements, c'est une honte. Vous avez vu l'autre, il s'est bourré la tête, les rabbins devraient leur dire, ou bien les enfants vont aller passer Purim à la yeshiva alors que c'était une fête de famille avant, et un tas de sougiotes qui reviennent d'ailleurs tout le temps, un tas de sujets où l'enfant est aussi très central. Chez les Français, par exemple, moi je me rappelle même de moi qui disais dans les fêtes juives, on m'avait dit la première fois que mon fils était rentré dans l'internat, il faut qu'il passe Rosh Hashanah à la yeshiva. Rosh Hashanah, c'est une fête de famille, mais propre, quoi. J'avais jamais passé un Rosh Hashanah, même pensé passer ailleurs que chez mes parents. Et là, on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles habitudes, de nouvelles normes, de nouvelles façons de faire, et qu'on n'interprète pas du tout dans le milieu chiloni, dans le milieu moins religieux en Israël, Purim, de la même façon que... Comment, toi, tu as vécu tes Purim en France, etc. Et puis, tu fais ta Aliyah et tu découvres Purim en Israël. Alors, c'était quoi, par exemple, Purim en Israël? Et comme la différence entre la France et Israël pour Purim, c'est exactement la même différence entre la France et Israël pour tout le reste. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu viens ici, tu t'aperçois que ce que tu faisais à l'échelle personnelle ou à la rigueur communautaire... Jusqu'à la porte de l'école. Ça devient un truc national. Et en fait, c'est ça, Israël. C'est la possibilité de vivre ton judaïsme avec une dimension... qui est une dimension nationale. Et Purim n'échappe pas là. Alors, tout d'un coup, tu as des grands... Je me rappelle qu'un jour, j'étais avec une amie qui était venue de France et on assistait au défilé, le Adeloyada, le défilé de Tel Aviv, de Purim, et qui ressemble beaucoup à un carnaval. Et la fille me disait, tu vois, en Israël, c'est quand même une assimilation à l'échelon national. On leur pique leur... On prend des trucs que les autres font, parce qu'en plus c'est février, alors en général c'est les dates des carnavals de Rio, de Venise, de Nice, etc. Et donc on leur a pris ça également. On n'est pas capable de faire quelque chose de nous-mêmes. Et je crois que ça vient d'une énorme erreur. Bon, le fait que pendant tellement longtemps on était en exil, donc on n'avait pas cette notion de fêter les choses de manière à une échelle qui était une échelle qui concernait le peuple tout entier. Et donc le fait que de manière naturelle on reprend ces habitudes-là, ça nous paraît choquant. Enfin, ça paraît choquant surtout à ceux qui sont nés à l'extérieur et qui ont pas eu l'habitude de voir tout ça et qui pensent que c'est quelque chose qu'on a pris des autres, pas du tout. Et je pense que cette redécouverte qu'on a de cette dimension nous permet de mieux comprendre l'essence de la fête. Je crois, par exemple, puisqu'on parle de Purim et du déguisement, je crois qu'un des grands problèmes, c'est que les adultes, en particulier religieux, en tout cas certains, on va dire comme ça, croient que le déguisement, c'est une sorte de fête un petit peu, enfin pas très importante, certainement pas très profonde, pour faire plaisir aux enfants, etc. Et je crois que si on se donnait la peine de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière, et les grands principes et les grandes idées qui se cachent derrière cette volonté qu'on a tout d'un coup d'apparaître comme quelqu'un d'autre, eh bien, on aurait une plus grande considération pour ce genre de minagim. C'est pas pour rien que le minag existe. Évidemment, c'est pas un minag, c'est pas un habitude qu'on a pris chez les goyim. C'est
c'est quelque chose que nous avions depuis très longtemps. Il y a des histoires célèbres de grands rabbinim qui avaient l'habitude de se déguiser, par exemple, pour renforcer un peu ce... Le déguisement existe depuis que dans les textes, on nous parle en effet de cette déguisement de Dieu lui-même à l'intérieur de la Megillah, puisqu'il n'apparaît pas sous ses véritables traits, mais il prend des traits de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de la reine Esther. Il se cache derrière la reine Esther, et c'est lui qui agit par l'intermédiaire de cette reine-là. Et la vérité, toute l'histoire de Purim, c'est d'essayer de trouver où se cache Dieu derrière, en l'occurrence derrière Esther. Et chaque Purim de chaque année, c'est une sorte de jeu de masque, de jeu de rôle. On essaie de savoir où se trouve Dieu à ce moment-là. Et j'irai un peu plus loin également. Je pense que le déguisement que l'on prend, qu'on met aujourd'hui à Purim, c'est une manière de se moquer de soi-même durant l'année. C'est-à-dire, en fait, on est toute l'année déguisé. Moi, je suis maintenant avec toi dans un studio, j'ai un masque, en fait. Tu le vois pas, mais j'ai un masque. J'ai pris, avant de partir de chez moi, j'ai pris le masque Parlons à la radio avec Zanzouri. Bon, c'est un masque très spécial que je prends. Très spécial. Je ne le sors pas trop souvent. Je le sors que dans les grandes occasions. Les gens rigolent dans la rue. Voilà. Et de la même façon, si tu me vois, je sais pas, demain demander une augmentation à mon patron, la Machem Latadarom, ce sera un autre masque. Si type qui va demander l'augmentation, effectivement. Exactement. Si je suis avec ma femme et que je lui parle, ou avec ma fille, ou avec mes élèves, c'est chaque fois d'autres masques. Donc, on passe notre vie, finalement, à changer de rôle et à changer de masque. Et la question est de savoir à quel moment on tombe le masque. Ouais, à quel moment tu es vraiment toi-même. Et c'est ça, en fait, l'histoire de Purim. L'histoire de Purim, c'est une sorte de paradoxe. C'est-à-dire, on met un faux masque, un masque en matière plastique, mais la vérité, on se moque de ce qu'on est, en fait, pendant toute l'année, sauf à Purim. Et à Purim, on essaie justement d'apparaître sans le masque. Qui se cache derrière ? En fait, c'est une sorte de défi. Quand on sort masqué, c'est une sorte de défi qu'on donne à tout le monde. Essaie de savoir qui je suis vraiment, et que moi aussi, j'essaie de savoir qui je suis vraiment. Dans ton explication, on peut comprendre aussi un peu que la boisson va aussi nous aider quelque part. Mais c'est à certainement. dire ad velo yada, c'est-à-dire ce truc-là, non, moi j'ai un masque habitué, je sais qui est le méchant, je sais qui est gentil, tout est clair pour moi. De remettre un peu tout ça en question en disant, attends, alors si tout est clair habituellement, on veut aussi que ce soit un peu moins clair, pour que tu puisses libérer aussi des choses que tu as pensées, mais où tu t'es dit, c'est pas politiquement correct, on va croire que je suis du côté du mal, etc. Et donc, je joue toute l'année. Et effectivement, là, pour eux, on me dit, bon, peut-être t'arrêtes de jouer, et déguise-toi pour te montrer, en fait, vraiment, et pour pouvoir exprimer des choses que tu n'exprimes jamais. Et sur ce point-là en particulier, j'ai une anecdote d'ado, justement, parce que tu les aimes bien. C'est un jour, on était à la yeshiva, bon, ça c'est bien des années plus tard, donc j'étais prof à la yeshiva, à Kfar Maimon, donc j'avais déjà fait mon alia, il y a une 30aine d'années à peu près, et il y avait en classe, en seconde, un élève, comme il y en a chaque année, c'est-à-dire le cancre de la classe, celui qui accapare l'attention des profs. J'ai bien connu. Tu connais le genre de choses. Pendant chaque fois qu'on faisait une réunion de profs, les trois quarts de la réunion, c'était sur le bonhomme. Jamais, il fait même semblant d'écouter ce qu'on dit en cours. Toujours, comment on les appelait en France, assis près du radiateur, toujours à sortir la meilleure vanne possible. C'est tout ce qui l'intéressait, etc. Et évidemment, la grande question, c'était on le vire pas, on le vire pas, etc. Purim arrive, ça veut dire qu'on a quand même passé la moitié de l'année à peu près ensemble. Purim arrive, et puis nous, les éducateurs, donc on était en train de fêter notre Purim avec un petit œil aux aguets pour savoir comment est-ce que les gosses se comportaient. Et tout d'un coup, il y en a un qui nous dit « Venez voir, il y a Yitzhak qui parle ». Je dis bah, « Ça va, Yitzhak qui parle tout le temps ». « Non, mais venez voir, il dit des choses ». Et donc on s'approche, et le Yitzhak en question, il était entouré de ses copains, il avait bien bu, alors il a fait la mitzvah comme il faut, pas trop, pour pas être ramassé à la cuillère, mais suffisamment pour sortir de son inhibition habituelle. Et le type commençait à parler. Et en parlant, on s'aperçoit qu'il avait écouté tous nos discours, tous nos shiurim. Et il est en train de nous critiquer en disant « Oui, ces soi-disant éducateurs qui nous disent des trucs et qui font le contraire. » Il était lucide. mais d'une lucidité. Oui, ils nous ont dit que ce qui est important, c'est d'apprendre à mieux se connaître. C'est surtout de ne pas passer à côté de quelqu'un sans le voir. C'est d'être capable, d'être empathique. Et d'ailleurs, ils nous citaient les psukim qu'on avait cités pendant les cours, etc. Donc le bonhomme qui avait vraiment écouté, quoi. Et alors qu'ils sont absolument incapables de comprendre ce qui se passe sous leur nez. Ils croient que quand je fais le pitre, c'est pour amuser la galerie, alors qu'en fait, c'est pour attirer l'attention parce que j'ai des problèmes. Mais est-ce que quelqu'un s'est une fois préoccupé de mes problèmes ? Quelqu'un est venu me parler ? Rien, c'est tous des faux. C'est tous des soi-disant éducateurs. Et donc, on a pris plein la tête, et c'est devant tout le monde. Et je peux te dire que
à partir du lendemain de Purim, on le regardait évidemment différemment. Et je crois que là, c'est vraiment ce que nos sages nous demandent. C'est-à-dire, tu connais la Mishnah qui dit un homme est reconnaissable dans 3 circonstances. Bekoso, Bekiso ou Bekaaso. C'est-à-dire quand il a un petit peu bu, quand on parle d'argent et quand il est énervé. Mais il se trouve que les mitzvot de Purim, tout se passe comme si on voulait absolument nous faire rentrer dans ces 3 circonstances-là. Donc on boit un petit peu, on donne beaucoup d'argent, parce que c'est le Machatit HaShekel, c'est maintenant le Levionim, etc. Toutes les mitzvot de Purim, les mitzvot où on paye beaucoup d'argent. Et également Kaaso, parce que quand on lit la Megillah, le principe, c'est pas de lire la Megillah stam, mais on connaît l'histoire, mais c'est de s'énerver contre Haman à chaque fois, et à travers Haman, contre tous les Haman de l'histoire, et contre notre destin à nous, qui est, mais pourquoi cette haine qu'on a et qui se répète chaque année, à chaque génération, etc. Et quand le juif rentre dans ce koso, kiso et kaaso, il est censé normalement dévoiler son véritable visage. Alors évidemment, quelquefois, c'est pas trop joli à regarder, alors il vaut mieux ne pas essayer. Alors comment tu fais à Hamdat Adarom quand tu reçois des jeunes filles qui viennent de France, qui effectivement ont fait Purim chez elles, ou bien dans l'école, ou dans la communauté, qui vont avoir affaire justement à un Purim beaucoup plus public, on va amener les déguisements à l'extérieur, on a peur de rien, au contraire, ça nous fait rire, etc., pour faire passer tous ces messages, pour leur dire, c'est Israël ici, commencez à vous révéler, à sortir votre véritable vous. Comment vous abordez Purim, vous? Comment vous le préparez? Je te pose la question tout en sachant un tout petit peu, parce qu'une semaine avant Purim, déjà, tu commences à envoyer sur tous les réseaux sociaux un tas de photos déguisées, donc il doit y avoir une stratégie derrière. Écoute, c'est ce qu'on fait nous... je pense que dans la plupart des écoles en Israël, on le fait également. C'est-à-dire à partir de Rosh Chodesh Adar, l'ambiance change complètement à Hamdat Adarom. Il y a un comité de Purim qui s'organise avec des sous-commissions. Il y a une sous-commission qui s'appelle la sous-commission du déguisement. Elle est censée dire chaque jour quel est le thème du jour. Et donc, tout le monde participe à cette ambiance avec, évidemment, on arrive après au summum qui est la soirée de Purim elle-même. Maintenant, évidemment, ça tout seul, ça suffit pas. C'est-à-dire, il y a l'expérience de vivre Purim de la manière la plus festive possible et la plus extérieure également possible. C'est-à-dire ne pas avoir honte de ce qu'on fait et de le montrer parce qu'on est chez nous quand même, on est en Israël, c'est ça l'avantage quand même. Mais à côté, parallèlement, des cours qui sont là pour expliquer, pour essayer d'arriver au fond des choses, pas se déguiser uniquement pour le plaisir de se déguiser, mais essayer de toucher ce qui se cache derrière tout ça, c'est le cas de le dire. Et donc, le moment de la Megillah, de la lecture, puis ensuite du Michté, etc., c'est des trucs qui sont un peu le sommet de cette préparation? Ouais, la Messiba et la Megillah. Donc la Megillah du soir, on le fait on va à Netivot et on participe à une Messiba communautaire où il y a parce que je voudrais pas... Bon, je ne veux pas créer un ghetto francophone. Donc, dès qu'il y a l'occasion de pouvoir participer à ce qui se passe à l'extérieur, on le fait. Donc, on participe donc c'est une communauté avec des jeunes couples, des enfants, etc. Donc, les gosses sont là déguisés. Et puis, ça, c'est le soir. Le lendemain, c'est entre nous. Donc, entre-temps, on a passé la Messiba de Purim qui dure en général très, très tard, jusqu'à très tard le soir. Et puis, le lendemain, on fait une petite Megillah entre nous. C'est déjà beaucoup plus sobre. Si on peut dire ça comme ça. Un peu, oui. Voilà. Et ensuite, bon, la journée de Purim, c'est déjà... on fait le Mishnah ensemble. Pour celles qui ne savent pas trop aller, celles qui savent aller, on les laisse partir chez leur famille, chez leurs amis. Alors à Purim, tu es déjà pratiquement... Tu es un peu plus même qu'à la moitié de l'année déjà de séminaire. Tu vois déjà certains masques qui ont commencé à tomber, c'est-à-dire certaines jeunes filles qui commencent à ressembler à une jeune fille d'Israël et non plus de France déjà, qui commence à se diriger un peu vers ça? Mais je crois que c'est l'avantage de faire de l'éducation en Israël avec des jeunes qui ne viennent pas d'Israël, c'est évidemment le meilleur laboratoire pour voir rapidement les masques tomber. C'est en général dans le chinour, tu sais bien, les conséquences de ce que tu dis ou de ce que tu fais, tu peux en effet les voir, mais ça prend... énormément de temps de gestation. Des fois, tu rencontres, je suppose que ça t'arrive aussi, tu rencontres quelqu'un qui dit « Ah, je me souviens etc., d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, etc. » Dans ce genre de truc que nous, on fait, donc c'est le grand kiff, en fait, c'est le grand avantage, c'est qu'elles viennent d'un monde qui est tellement différent de ce qui les attend ici, que l'évolution, elle est pratiquement au jour le jour, en tout cas la semaine. Donc tu vois très bien, et au niveau vestimentaire, au niveau culinaire, et au niveau de la réflexion surtout, tu vois comment est-ce que l'évolution se fait. C'est extraordinaire de pouvoir constater ça chaque semaine et le voir de façon hebdomadaire pratiquement. Ben oui, tu vois, des filles qui étaient programmées à la française, c'est-à-dire je termine mon année de trucs, après je rentre directement à la fac, etc. Tout à coup elles se disent où est-ce que je fais le Shirut Leumi, si je fais ici, si je fais là, où est-ce que je serai le plus utile pour mon peuple,
pour mon pays, etc. Des trucs qu'elles ne se seraient certainement pas demandé si elles étaient restées là-bas. On va en reparler tout de suite dans la troisième partie de Plein d'ado. Moi, en tout cas, le dernier que j'ai rencontré comme ça, je traversais mes Hachari, mais un gros barbu me saute dessus, il était tout en noir. Il me dit, Bernard, c'est grâce à toi que je suis là. J'ai dit, ça m'étonnerait, franchement. T'as dit de te tromper de... Mais on peut jamais savoir où ça part. Effectivement, on se retrouve tout de suite dans la troisième partie de Plein d'ado. Donc, troisième partie de Plein l'ado, ça file, on est à peine au début de Pourim. Je rappelle le thème pour les gens qui nous suivent, pour pas que ça soit juste une conversation privée ici. On essaie de comprendre un peu la place de l'enfant dans les fêtes juives, pourquoi c'est tellement important, mais on l'a pas vraiment posé cette question, même si on en a parlé. Pourquoi la Torah voit l'enfant, ça a l'air évident comme question, mais c'est pas tellement évident parce que dans beaucoup de cultures, etc., le centre, par exemple, de la famille en France, ce sont les parents. Et les enfants sont là, c'est sympa, et des enfants, ils courent, ils mangent, ils se déguisent et tout, mais quelque part, c'est un peu le décor. On a l'impression, par contre, dans les fêtes juives, que la fête juive arrive, dit poussez-vous de la scène, on met l'enfant, et maintenant vous pouvez vous mettre autour. Pourquoi c'est tellement important ? Parce que la grande révolution du judaïsme, par rapport à toutes les autres manière de voir le monde, y compris les religions qui sont issues de la nôtre, donc les monothéistes, la vraie révolution du judaïsme, c'est une expérience historique qui a été vécue à un moment très précis de l'histoire. Et sans ça, c'est-à-dire sans la sortie d'Égypte, sans le don de la Torah, sans ça, t'as pas de judaïsme. C'est pas uniquement une manière de voir les choses, une réflexion philosophique ou théologique sur le monde, sur la vie, sur Dieu, etc. C'est d'abord une expérience vécue qui est censée marquer profondément les esprits. Maintenant, comme Dieu ne fait pas de sortie d'Égypte tous les lundis et jeudis de la semaine, mais il en fait une fois tous les, 4000 ans, alors ceux qui ont eu le privilège énorme de le vivre, ça, leur responsabilité, c'est évidemment de le transmettre. C'est-à-dire, dans le judaïsme, il s'agit de transmettre une expérience historique vécue et non pas de raconter philosophiquement quelque chose. On n'est rien contre la philosophie, évidemment, et nos livres sont pleins de réflexions, mais la réflexion, elle vient dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est le vécu. Et ce vécu-là, il faut le transmettre de manière, on va dire, existentielle. Sinon, il n'y a pas de judaïsme. Et c'est la raison pour laquelle l'enfant est au centre. Parce que qui dit transmission, dit comment je vais faire maintenant pour que le gosse sera suffisamment réceptif pour pouvoir ensuite, quand il aura mon âge, faire la même chose avec le sien. Et c'est l'obsession du judaïsme, la transmission. J'avais écouté un très beau Dvar Torah, d'ailleurs, sur l'histoire de la question du Chacham, par exemple, dans la Haggadah, qui dit « Donnez-moi toutes les lois, les chokim, les mishpatim », et puis on lui répond « Tu sais, après la ficomane, il ne faut plus rien manger ». Je dis « Mais quel rapport ? Vous m'avez dit un truc, là ». Et en fait, dans ce Dvar Torah, le type qui faisait Dvar Torah a expliqué, il disait « En vrai, celui, comme tu l'as dit, qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, Dieu qui vient te chercher en Égypte, et ben après ça, il n'y a plus rien qui aura vraiment du goût. Il peut plus rien manger. Après la ficomane, après avoir vu Dieu qui descend pour te chercher et qui dit « Je suis tellement proche, il peut plus rien trouver d'aussi bon. » Par contre, il peut transmettre. Et dans cette transmission, il faut et en vrai, c'est ce qu'il raconte au Chacham. Tu sais pourquoi on est aussi excité et on a envie de faire toutes ces halakhot dont tu parles tous, parce qu'on a vu Dieu. Et si on l'avait pas vu descendre nous chercher, peut-être ça serait étiolé au bout de 100 ans, 200 ans. Et là, ça s'étiolera jamais. Au contraire, chaque année, on a l'impression que les gens sont encore plus excités. Je vais repeindre la maison, je vais refaire. C'est peut-être la vraie preuve qu'on a vu rencontrer Dieu à un moment, qu'on soit justement encore à Gechalim sur les braises comme ça. Oui, parce que prends l'histoire de Pessah. C'est quand même très curieux. Tous les sondages chaque année montrent que le Seder de Pessah, c'est la mitzvah pratiquement la plus suivie en Israël. Donc, c'est des taux de participation qui dépassent les 85%, etc. Je me rappelle d'un sondage d'ailleurs, vous croyez en Dieu, 85%, vous faites Pessah, 88%, ou un truc comme ça. Mais c'est incroyable. Et attention, c'est pas... Bon, je dis pas qu'ils n'ont pas de ramettre à la maison, etc., mais le Seder de Pessah et le Seder traditionnel, il y a eu toutes sortes d'essais de changer un petit peu, d'adapter le Seder, etc. Mais tout ça, c'est tombé finalement dans l'oubli. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est le Seder traditionnel de nos aïeux, la Haggadah de Pessah, la classique, etc. Et tout le monde le fait en Israël. Et c'est très surprenant, parce que c'est contre l'air du temps, le Seder de Pessah. C'est une fête nationale, alors que le monde est un monde où il n'y a plus de barrières, et puis c'est la globalisation, etc. Et là, non. Il s'agit il y a des gentils et des méchants, c'est les gentils qui gagnent, et les autres pas.
Et alors qu'évidemment, dans le monde post-moderne dans lequel on vit... Il ne faut plus dire les méchants, c'est pas beau, ouais, c'est pas sympa, c'est juste des gens qui n'ont pas eu de chance. Chacun a son narratif, etc. Comment est-ce que tu peux parler et célébrer la plaie de, je sais pas moi, de la lèpre ou de trucs, machin, et qu'est-ce qui se passe avec la pauvre maman égyptienne, etc. Oui. Personne n'en parle finalement. On ne parle même pas à Pourim, où il y a même des gens qui ont peur de dire la fin de la Megillah, parce qu'on va et on dégomme tous les adversaires et tout. C'est pas très politique. Ok, alors c'est très curieux que la fête de Pessah... Et en plus de ça, c'est la famille qui est au centre. Et là aussi, la famille qui en prend plein la tête chaque jour, et on est en pleine décomposition de la structure familiale traditionnelle. Il se trouve que Pessah, avec sa structure familiale la plus, j'allais dire la plus grossière, la plus évidente, c'est elle. Alors peut-être que ça veut dire que on a justement dans un monde qui part un petit peu n'importe comment, on a besoin de repères sérieux pour pouvoir se raccrocher. Mais enfin, moi, chaque année à Pessah, je suis épaté et étonné du fait que ce seder qui draine autour de lui toutes sortes de concepts qui sont à l'opposé du courant actuel moderne dans les sociétés occidentales dans lesquelles on vit, soit tellement populaire. C'est quand même incroyable. Et je pense qu'il y a ici quelque chose à chercher. Que c'est justement pour ça. Comment tu expliques ça toi-même? Tu as des pistes? Tu as commencé à travailler sur le sujet? Non, je n'ai pas vraiment travaillé sur le sujet, mais je veux dire, je pense que quelque part, on sent bien que ces nouvelles expériences que l'on fait, on prend des risques énormes. On sait ce qu'on laisse tomber, on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. Et quelque part, on a besoin de se rassurer en allant vers les valeurs sûres. Et Pessah, c'est la valeur sûre du judaïsme. Et cette transmission que l'on fait en racontant les mêmes mots depuis tellement longtemps, en faisant les mêmes trucs finalement qui n'étonnent plus personne parce qu'on les connaît à l'avance. Oui, mais ça aussi, ça va un peu contre l'air du temps. Ça va contre l'air du temps. Mais pas du tout. Aujourd'hui, avec les trucs virtuels, il faut changer tout le temps. Un jeu, il est bon 2 mois, et puis après, il faut passer à un autre. Et là, on arrive, on dit, on va te raconter la même histoire, celle que tu connais d'ailleurs parfaitement. Et ça marche. Et ça marche super bien. Et ça marche d'autant mieux qu'il y a toujours un petit qui a commencé à grandir et qui a appris les premiers trucs de Pessah. Alors, juste avant de t'amener sur un terrain que j'ai cette fois, par contre, un peu préparé, une petite question. Oui, mais à Hamdat Adarom, par exemple, c'est le moment où les gens vont dire « je veux rentrer chez moi, en France, etc. » pour fêter Pessah avec mes parents. Ça arrive à beaucoup de gens chez vous? Ouais, mais c'est officiel depuis le début de l'année. Je peux pas lutter contre ça. Je sais, mais... Comme c'est une fête familiale, eh bien oui, en effet, les grandes vacances de Hamdat Adarom, c'est les vacances de Pessah. Alors juste pour la petite histoire, depuis tout le temps, on laisse les jeunes filles rentrer à Pessah. Et en général, il y a même 3 semaines de vacances à Pessah. Mais au début, quand on a commencé, on faisait 2 semaines avant Pessah et la semaine de Pessah. Et les filles se sont plaintes. Parce que 2 semaines avant Pessah, qu'est-ce qu'on fait à la maison? On fait le nettoyage de Pessah. Et comme chez eux là-bas, il y a plus de Yom Tov qu'autre chose, alors pendant Pessah, il n'y a même pas de possibilité de faire. Alors le shopping, on le fait quand? Alors finalement, on a décidé depuis déjà quelques années, on donne toujours 3 semaines, mais c'est la semaine avant Pessah pour aider la maman, la semaine de Pessah et la semaine pour le shopping et pour voir les copains et tout. Pas mal, c'est sympa. Mais elles ont besoin de ça, elles n'ont pas vu la. Il y a quand même une préparation à Pessah dans les cours. Alors, on n'a pas tellement de temps parce que c'est entre Pourim et Pessah, il reste 3 semaines finalement jusqu'aux vacances. Et donc on essaie la gueule de bois après Pourim et tout, il faut quand même calculer. Alors on transforme un certain nombre de cours qui habituellement sont consacrés à autre chose et puis on fait tourner ça autour de la fête. Allez, on va rentrer dans Pessah parce que c'est une fête traditionnellement justement connue pour le côté familial, ce fameux seder, on rentre et on s'assoit et puis le plus petit va commencer à chanter Manishtana et tout le monde attend et puis toi tu étais le plus petit l'année d'avant, alors tu es un peu jaloux parce qu'il y a un nouveau petit maintenant qui est sorti, alors tu dis je peux chanter avec lui, etc. Et puis on arrive à cette fameuse histoire des 4 enfants. Et celle-là, elle est parfaitement étonnante parce qu'on va commencer à mettre des étiquettes sur les enfants, ce qui est au niveau éducatif, ça se fait pas, quoi. C'est quoi ces étiquettes-là? D'autant plus que dans la Torah, puisqu'en fait, c'est pas la Haggadah, c'est pas les rabbins qui ont écrit la Haggadah qui ont inventé l'histoire des 4 enfants. C'est des enfants qui existent déjà dans la Torah. Oui, c'est des versets de la Torah. C'est-à-dire, en fait, le titre, si je te rappelle, le titre, c'est Keneged Arba Banim Dibra Torah. C'est la Torah qui parle de 4. En fait, ce qui se passe quand tu feuillettes le Chumash, tu t'aperçois qu'à 4 reprises, il y a des versets qui commencent plus ou moins de la même façon. Lorsqu'un jour, ton fils te posera la question suivante, 2 points, ouvrez les guillemets, et là, tu as la question. Et comme c'est des questions différentes, donc on imagine qu'il s'agit de genres d'enfants différents, de catégories différentes. Mais dans la Torah, on se garde bien
de donner des étiquettes. On ne dit pas, voilà la question du Chacham, voilà la question du Racha, etc. C'est après, dans la Haggadah, on en a déduit que celui-là... Et donc, la question, en effet, se pose. Et la question se pose même plusieurs fois de suite, parce que même un Chacham, si tu l'appelles Chacham, au niveau éducation, tu l'as tué, quoi. Ouais. Ça y est, il va avoir la grosse tête, et donc, il je va pense avoir pas des chevilles qui enflent, et il va commencer à critiquer tout ce que tu racontes. Et sans parler de l'autre que tu appelles Racha. Alors, ça, n'en parlons pas. Donc, certainement que la Haggadah ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut les appeler. La Haggadah s'adresse au père, c'est-à-dire s'adresse aux parents, s'adresse à l'éducateur, et elle dit à l'éducateur, tu ne peux pas transmettre le même message à tout le monde. Avant de savoir quoi dire, si tu veux réfléchir sur le comment dire, tu dois savoir qui est en face de toi. Et donc, pour toi, c'est important de pouvoir faire des classifications. C'est vrai que tu ne peux pas le dire à l'enfant, mais pour toi, avant de commencer à parler, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Tu ne peux pas t'adresser de la même façon à tout le monde. Et c'est un petit peu ça le message des 4 enfants, c'est de savoir exactement qui est quoi et qu'est-ce qu'il faut dire à chacun. Alors, Élie, je ne t'ai pas préparé, hein, je ne t'ai pas appelé la semaine d'avant en te disant, tiens, prépare, mais on va quand même le faire. Comment tu les vois, ces 4 enfants, malgré tout? C'est-à-dire ces 4 sortes d'enfants. Moi, il y en a un qui me plaît particulièrement, celui qui a même plus de questions, il dit rien, et on va quand même faire quelque chose, etc. Pétachlo, tu vas aller quand même. Comment toi, t'interprètes un peu cette histoire que vient de raconter la Torah? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème qui est derrière ça? Moi, je crois que les 4 enfants, en fait, ce qui est important dans les 4 enfants, c'est l'ordre de présentation des 4 enfants. Parce que tout est derrière par qui je commence et par qui je termine. On constate d'abord que l'ordre des 4 enfants, c'est pas du tout l'ordre de la Torah. C'est-à-dire, on le disait tout à l'heure qu'il y a des versets pour chacun des enfants. Ouais, mais c'est pas les versets dans cet ordre-là. Dans la Torah, on commence à parler du Racha, dans la paracha de Bo. Le Chacham, c'est dans le livre de Devarim, c'est le dernier. Et la première chose que fait la Haggadah, c'est de changer l'ordre, de présenter un autre seder, un autre ordre. C'est-à-dire que les rabbinim avaient un agenda, avaient une idée derrière la tête en disant... C'est ça que ça veut dire. Et attention, ça ne veut pas dire que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre. Il y a un ordre, mais ce n'est pas le critère que les rabbins veulent dans la Haggadah. L'ordre de la Torah, c'est le Racha d'abord, donc le méchant. Ensuite, nous avons celui qui ne s'est pas posé de questions. Il arrive en deuxième position dans la Torah. Ensuite, nous avons le Tam, celui qui est un petit peu simplé, etc. Et ensuite, nous avons le Chacham. Ça, c'est l'ordre de la Torah. De manière très claire, on parle du négatif au positif. Le Racha qui est évidemment le plus négatif, puis après celui qui ne pose pas de questions, écoute, il est un peu mieux que le Racha parce qu'il ne critique pas, mais enfin bon. Et puis celui qui pose une question mais qui n'est pas très élaboré, et puis enfin le Chacham. Donc l'ordre est clair dans la Torah. Mais et justement, la Haggadah dit, mais ce n'est pas cet ordre-là qui m'intéresse. Moi, je les classe autrement. Chacham, Racha, Tam, Sheno, Yodea, Lishol. Et ce qui est frappant dans cet ordre-là, c'est que si tu regardes les questions, tu t'aperçois que les questions sont de moins en moins longues. C'est-à-dire... De moins en moins de mots. Moins en moins de mots. Et à la fin, tu n'en as plus du tout de mots. Et si la longueur d'une question est révélatrice de quelque chose, elle est révélatrice de l'intérêt que l'enfant a à la chose traitée. Et en fait, c'est classé par l'ordre d'intérêt. C'est le passionné, qui est le Chacham. Le type qui est très intéressé, c'est le Racha. Pourquoi il est très intéressé? Parce qu'il veut prouver que c'est pas pour lui. Et pour ça, il est obligé de savoir de quoi on parle. Sinon, évidemment, il peut pas. Il y a celui qui est simplement curieux. Il y a un truc qui sort de l'ordinaire. Il dit, Mazot, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a celui qui est tellement loin que celui-là, alors... tu n'arrives même pas à le faire parler, il ne pose pas de questions, pas parce qu'il est bête, pas parce qu'il ne sait pas parler, mais tout simplement parce qu'il n'est pas dans le coup et ça ne l'intéresse pas. Tu vois, le Sheno et l'échelle, c'est le type qui est assis au sort du Seder pour pas faire d'esclandre, mais la seule chose qu'il a en tête, c'est j'espère que cette année ça va finir plus tôt que l'année dernière parce que j'ai donné rendez-vous à mon copain à 1h du matin, et la dernière fois il a attendu, et là, c'est ça. Et le problème numéro 1, c'est comment je fais avec celui qui est déjà arrivé au stade de... C'est finalement plus facile de parler avec un Racha, qui en tout cas est prêt à t'écouter, ne serait-ce que pour te contredire, que de parler à quelqu'un qui est indifférent complètement. Il y a ici du passionné à l'intéressé, et ensuite au curieux, et ensuite à l'indifférent. Tu as ici un défi de plus en plus fort qu'on te demande de relever en tant que parent. Sache comment essayer de capter l'attention de chacun des 4. Alors, on va bientôt terminer la 3e partie de Plein Ado, ça file, et on va arriver dans la 4e partie. Et là, tu peux te préparer un tout petit peu, parce que dans la 4e partie, je vais quand même pas lâcher tout à fait cette histoire. Et moi, je veux savoir un peu comment ils en sont arrivés là où ils sont arrivés, ces 4 enfants-là. Bon, d'accord. On va le voir ça tout de suite.
Donc, on était avec le Rabbi Dickling, directeur de Chemdat Adarom, séminaire de jeunes filles, pour lequel j'ai promis de ne pas faire de publicité exagérée aujourd'hui. Mais vous pouvez vous inscrire encore, il reste quelques places, bien qu'il revienne de France et il a rencontré beaucoup de monde. Donc, dépêchez-vous. La question que nous étions en train de traiter, c'était cette fameuse histoire de la Haggadah où on voit des personnages qui sont des enfants et des banim. Alors d'abord, une question avant d'arriver. Pourquoi pas des banotes ? Où sont les filles ? J'ai acheté l'année dernière une nouvelle Haggadah qui vient de sortir, qui est en fait la Haggadah des banotes, où les 4 enfants... Il y avait des révolutionnaires qui ont sorti. C'est bien 4 filles. Bon, je suppose qu'on parle ici de garçons plutôt que de filles. D'abord parce que la société de l'époque, c'est quand même une société patriarcale, il faut bien dire les choses comme elles sont. Et ensuite parce qu'on pense que ce sont eux qui vont finalement fonder le prochain foyer, et c'est donc eux qui auront cette obligation de faire une transmission formelle. La femme a l'obligation également de transmettre, mais elle, ça passe par d'autres méthodes et pas obligatoirement par la transmission formelle. Et donc, je suppose que c'est pour ça qu'on parle essentiellement des garçons et pas des filles. D'accord, on fera une émission spéciale garçons-filles. Ouais. Élie, ces quatre enfants de la Haggadah qu'on voit de façon très distincte, avec des grosses étiquettes, est-ce que notre éducation, elle fait qu'on peut, à cause peut-être de fautes dans l'éducation, de petites choses qu'on a mal comprises, donner un résultat? Est-ce que tu es un rachat parce que tu te comportes mal ou parce qu'il y a eu des tournants qu'on a un peu loupés dans l'éducation des fois? Est-ce que tu es un tam parce que tu es juste un type qui ne sait pas, qui n'a pas trop compris, ou tu n'as pas trop compris parce qu'il s'est passé des choses avant? Est-ce que toi, dans ton expérience, quand tu vas même chercher des jeunes filles pour Chemdat Adarom, etc., tu rencontres des gens qu'on pourrait placer un peu dans ces catégories parce qu'on ne les a pas mis dans la bonne école, parce qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes obligatoirement. Et finalement, s'ils s'éloignent du judaïsme ou s'ils ont moins à dire ou s'ils comprennent moins, c'est parce que des fois, il y a eu des choix éducatifs qui n'étaient pas brillants. Ben évidemment, c'est-à-dire ce qui est évidemment très... ça nous responsabilise énormément. Ça veut dire aussi qu'on a une influence qui quelquefois dépasse celle qu'on croit avoir. Et il faut faire très attention aux mots utilisés, à la manière de le faire, etc. Et c'est pas simple. Et le problème, c'est que les parents, on en a parlé déjà ensemble ici, mais les parents, le problème, c'est qu'ils ne reçoivent pas ils font pas d'études pour être parents. C'est-à-dire, t'as pas un diplôme, t'as pas une formation, tes parents, puis après, vas-y, sur le tas. Et quand on travaille sur le tas, et quand on est éducateur, c'est pareil, en fait, même si on a une formation, quand tu travailles sur le tas, tu fais plein d'erreurs. Et je crois, par exemple, si tu regardes, puisqu'on parle des 4 enfants, tu regardes la différence entre le rachat et le Sheno Yodalisho, entre le méchant et celui qui pose pas de questions, tu t'aperçois que la réponse que donne la Haggadah aux deux est la même. C'est-à-dire, c'est le même verset. Tu dois dire au rachat, Ba'avourze, Asa Shemli, à cause de ça, de ce que je suis en train de faire et que tu dénigres si facilement, c'est-à-dire ces petits trucs techniques de mitzvot, etc. C'est à cause de ça que je suis sorti d'Égypte. C'est-à-dire, si tu veux sortir d'Égypte, c'est ça que tu dois faire aussi, sinon tu vas finir par t'assimiler. Et on lui dit de manière très forte, on lui dit ça, on lui dit fais attention, toi, et si tu avais été en Égypte, tu serais jamais sorti, etc. Donc on a l'impression que c'est une sorte de ping-pong avec lui, et on lui dit les choses devant, sans avoir peur. Alors qu'avec le Sheno et Delishol, celui qui ne s'est pas posé de questions, on dit la même chose. À cause de ça, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, mais on ne fait pas le commentaire. On ne dit pas à moi et pas à toi, si tu avais été là-bas, tu ne serais pas sorti, etc. Pourquoi ? Mais justement, c'est pour revenir à ce que tu disais, c'est la responsabilité qu'on a à choisir nos mots. Quand tu parles à un rachat qui, de lui-même, vient te dire « mais pourquoi tu fais ça ?» Finalement, ça a l'air d'un provocateur, mais il y a quelque chose derrière qui montre qu'il est quand même dans le coup. Et donc, il y a beaucoup moins de risques, même si tu lui réponds de manière un petit peu agressive. Il est en relation malgré tout. Et il restera dans lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut être juif, il veut que tu le... Pourquoi ça le dérange que toi tu fais et que lui, il veut pas faire ? Parce que c'est comme si tu lui disais, il n'y a que comme ça qu'on peut être juif. Or, moi, je veux être juif, mais pas comme ça. Laisse-moi tomber avec tes histoires de mitzvot, ça me saoule, ça me gave. Et toi, tu étais là pour essayer de lui dire, mais mon vieux, il faut savoir choisir. Si c'est ça que tu veux, tu es obligé de passer par là. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et tu n'as pas peur de lui dire ça parce que tu ne vas pas le perdre finalement. Il a tellement envie de faire partie du truc, il va rester dedans. Tandis que celui qui est déjà tellement loin, qui pense à son rendez-vous avec son copain à 1h du matin, celui-là, si jamais tu le brusques, si jamais tu lui dis les choses que tu as envie de lui dire, mais tu lui dis ouvertement, tu risques en effet de le perdre définitivement. Et tu vois, tu as ici un exemple de la responsabilité énorme de l'éducateur. Il y a des choses que tu as envie de dire que tu ne peux pas dire, et il y a d'autres que tu te dis peut-être que je ne devrais pas, et justement, c'est ça que j'avais une anecdote. Oui, tout à fait, oui. Bon.
J'avais quand on était petit, on était déjà ados justement. On allait voir notre oncle, tonton Georges, Zichrono Livracha, qui habitait Paris. Et nous, on habitait Lyon. Et à l'époque, la voiture pour aller jusqu'à Paris, c'était un petit peu long, etc. Bon. Et on était 3 enfants. Et moi, une fois par an, on allait voir le tonton parisien. Or, mon oncle Georges, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de là où il est, c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle un rachat de la Haggadah. C'est-à-dire, il pratiquait pas les mitzvot, il avait des idées très tranchées, très, très, très socialistes, libérales, à gauche, etc. Bon. Et également au niveau d'Israël, il était en général pas très d'accord avec ce que nous on pensait en général. Et je me rappelle que en voiture pour aller à Paris, mon père régulièrement il se retournait au bout d'un moment, on arrivait vers Dijon comme ça, il nous disait voir les enfants, c'est la visite chez tonton Georges et tata Gisèle. Alors, personne ne parle ni d'Israël, ni du judaïsme. Parlez de ce que vous voulez, mais surtout, faites attention que ça n'explose pas comme la dernière fois. Voilà, parce que ça explosait à chaque fois. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais nous, on avait très peur de notre père, et donc on faisait très attention à ne pas aborder des sujets qui fâchent. Et chaque fois, ça explosait. Et alors, une année, je me suis dit, je vais voir comment on arrive à parler quand même chaque fois de ces choses-là. Et je me suis aperçu que c'était toujours de lui que ça venait. C'est-à-dire, c'est lui qui balançait. Et je me rappelle une année, comment il a fait ça ? Il a fait ça très bien. On était assis tranquillement, le thé, gâteau, tout ça, très bien. Et puis à un moment, il dit « Ah, il est 13h, on va écouter Europe 1 ». Il avait déjà branché sur Europe 1, donc il nous... Et évidemment, de quoi est-ce qu'on parlait dans les années 80 ? Nouveau raid israélien au Liban. Nouveau raid israélien au Liban. C'est tout, pour lui, ça suffisait. Il a fermé le truc et il dit « fasciste ». Et à partir du moment où il a dit fasciste, et bien mon père ne pouvait pas ne pas réagir, et ça a commencé, c'était horrible. Ton fameux père qui avait dit ne faites pas d'esclandres, et qui dit oui. Non, mais ce qui te prouve... Non, mais ce qui te prouve bien que ce genre de personnes, tu vois, c'est les gens qui veulent être à l'intérieur, c'est eux qui viennent c'est pas toi. Après tout, si ça te dérange la manière de faire et de vivre, pourquoi est-ce que pourquoi c'est toi qui commences ? C'est toi qui commences parce que tu veux être à l'intérieur et tu veux avoir cette reconnaissance de ceux qui sont aux yeux de tout le monde à l'intérieur même. Donc, avec le rachat, finalement, c'est quand même plus facile qu'avec celui qui ne s'est pas posé de questions. D'accord. On fait quoi avec celui qui ne s'est pas posé de questions ? Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Chaque fois que je me souviens, dans le temps, j'allais aux réunions du consistoire et le type disait « Bon alors, mais il faudrait quand même arriver aux Juifs qui ne fréquentent pas la communauté. » Et après, c'était fini, on avait dit jusqu'à la prochaine réunion de l'année d'après, parce que personne ne savait trop. Disons, j'arrive à repérer où il habite, je lui raconte quoi. Et la Haggadah dit « Ad petachlo », qu'est-ce qu'elle vient dire ici ? Ad, c'est au féminin, ça veut dire que dès le départ, il faut être très doux avec lui. C'est le contraire du précédent. Il faut être vraiment avec beaucoup de gants, beaucoup de tact. On a toujours peur de dire le mot en trop, etc. Et le but, c'est quand même, malgré tout, à demi-mot, de lui faire prendre conscience. Il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Il faut quand même lui faire prendre conscience que c'est à lui un jour ou l'autre de faire le choix. Et nous vivons dans un monde, j'ai écrit un article récemment là-dessus justement, où je pense que la génération qui est la nôtre, nos générations, sont certainement supérieures d'une certaine manière aux générations précédentes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans le coup, quand tu es dans le monde de la Torah et dans le monde du judaïsme même, c'est parce que tu l'as vraiment voulu, personne ne t'a obligé. À l'époque, il y avait une pression des rabbins, une pression, je parle même du Sanhedrin à l'époque, où c'était vraiment coercitif, mais même dans les ghettos, dans le shtetl polonais ou dans le Melach marocain, il y avait une pression sociale. Tu pouvais pas, sinon tu étais mis à l'écart, etc. De nos jours, personne ne peut te dire rien du tout, c'est-à-dire ni tes parents, ni personne d'autre. Si vraiment tu tiens à être juif, c'est vraiment de toi que ça provient, etc. Et de ce côté-là, c'est formidable de vivre une génération où on a tellement de mérite finalement, parce qu'on le fait vraiment parce qu'on a envie de le faire. Bon, alors finalement, ça dépend quand même de lui et uniquement de lui. Et c'est ça que tu dois lui faire dire. Et tu dois essayer, de la manière la plus sympathique possible, de lui montrer qu'est-ce qu'il perd en restant de côté. Qu'est-ce qu'il perd en étant indifférent ? Il n'y a pas d'autre possibilité. Tu ne peux pas commencer une petite guéguerre avec lui, tu ne peux pas essayer de le brusquer, d'être agressif. La seule chose que tu peux faire, c'est de manière très douce, avec beaucoup de tact, de lui montrer les beautés du judaïsme. C'est un petit peu ça que la Haggadah nous conseille de faire. Il nous reste juste quelques minutes. Ouais. Qu'est-ce qu'on perd ? Qu'est-ce qu'on perd quand on ne fait pas ? Tu nous as dit, tu lui montres qu'est-ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on perd ? Allez, deux exemples. Qu'est-ce qu'on perd ? Non, je vais te dire, évidemment, la réponse à la question qu'est-ce qu'on perd, elle est beaucoup trop importante pour qu'on puisse la mettre dans 2 minutes, évidemment. Mais moi, je pense que ce qu'on perd vraiment, c'est cette fierté que nous avons à être un maillon de cette chaîne qui existe depuis tellement longtemps et qui, grâce à nous, peut continuer et sans nous ne continuera pas. Et ce sentiment que notre vie elle a un sens
elle s'inscrit dans un projet qui est un projet qui nous dépasse, c'est ça qu'on perd si on est à côté, quoi. Et je ne pense pas qu'on peut dire autre chose, finalement. Je crois que c'est surtout ça. Et, bon, évidemment, tu peux me dire le fait de partager des valeurs, ça rend, je sais pas, les choses sont plus importantes à tes yeux, etc. Tout ça, c'est bien vrai, mais tu pourrais réfléchir à d'autres valeurs qui seraient peut-être aussi exaltantes que celle-ci, plus ou moins. Bon. Mais ce sentiment-là, de dire que c'est de toi que ça dépend, de t'inscrire dans un truc qui te dépasse, un truc historique qui a existé depuis tellement longtemps et qui va continuer bien après toi, c'est un sentiment de vivre pleinement sa vie, et c'est ça qu'on perd quand on est à côté. Alors moi, tu m'as convaincu. Alors, je vais essayer de résumer un tout petit peu. Alors, Purim, je tombe le masque et je me montre tel que je suis vraiment, tel que j'ai envie de m'exprimer. Il n'y a plus à faire attention aux voisins. Goy, truc, ça y est, je suis chez moi, je me lâche. Pessar, je suis fier d'appartenir à cette chaîne justement des générations. Et fort de ces trucs-là, maintenant, je me lance dans la vie et j'ai des projets. Quels sont les prochains projets de Chemdat Hadarom et tes projets personnels? Personnel, je ne sais pas. En tout cas, personnel, c'est de faire encore des Chemdat Hadarom. On est en train de réfléchir à comment avoir de l'argent pour construire des nouveaux méonotes. Je m'adresse à vous qui doit regarder partout. Vous en donnez le compte en banque tout à l'heure. Non, parce qu'on commence à être un petit peu à l'étroit. Donc voilà, il faut agrandir tout ça. Et puis essayer de... Moi, je ne crois pas tellement dans le système de l'éducation, à une éducation qui est sur une trop grande échelle. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui arrivent à le faire, ceux qui parlent avec un public de centaines ou de milliers de personnes, Kol Hakavod. Moi, je pense que sur le long terme, en tout cas, on est obligé quand même de connaître les limites et de travailler avec un nombre assez limité relativement de gens afin que le message que tu as à faire passer passe de manière plus profonde. Donc voilà, les ambitions pour les années prochaines, c'est qu'on puisse célébrer également, tant que j'ai encore la force de monter jusqu'à Masada, sans être trop essoufflé, je pense que... Donc dans 3-4 ans, tu feras quoi? Tu as des nouveaux projets? Non, rigolez, bien entendu, voilà... on arrive à la fin de notre émission. Je vois le technicien qui me fait des signes. Non, pas du tout. Il me dit, il reste encore plein dedans. Comme d'habitude, tu veux bâcler pour rentrer chez toi. Mais c'est faux, pas du tout. Et Elie n'a d'ailleurs pas de mariage ce soir à aller célébrer. Donc, pas du tout. On a tout notre temps. Cependant, on va commencer à se diriger vers la fin de l'émission. D'abord en remerciant Elie d'être venu. C'est moi qui te remercie. Il y avait sympa. des Toujours embouteillages, etc. Et c'est une émission qui n'était pas facile parce qu'on n'avait pas prévu toutes les questions dans l'ordre, etc. Je remercie David à la technique qui est toujours avec nous pour réussir ces émissions. Et comme on est entre Hadar et Nissan et que cette émission-là marque aussi un chiffre, je crois qu'on est à la 26e de Plein Lado, qui est un chiffre spécial aussi dans le judaïsme. On est très content d'être toujours avec vous. On rappelle le numéro de la boîte vocale, le 050 430 80 20. Vous pouvez aussi télécharger l'application Studio Qualité. On me fait un panneau pour le dire bien parce que je me trompais tout le temps sur l'App Store et Google Play. www.studioqualita.com ou nous joindre au 02, ce que personne ne fait, 940 15 77. Et le site de Chemdat Hadarom, c'est chemdatadarom.com, bien sûr. chemdatadarom.com, je vous le rappelle, mais en général tout le monde connaît, c'est un des meilleurs programmes, si ce n'est peut-être le meilleur pour jeunes filles actuellement, mais je n'en veux pas aux autres. Et je ne reçois pas de pot de vin de Chemdat Hadarom. Je sais que le sujet est à la mode actuellement. Merci Elie, merci à Chemdat Hadarom. Merci à Kadesh Baruch Hu. Nous avons des Purim et Pessar pour avoir des sujets d'émission. À très bientôt sur Plein Lado. Shalom, bye bye. shalom. Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.